Et salut à tous, ça y est, le 7-7 est sorti depuis déjà quelques semaines, quelques jours. On a pas mal de data, pas mal de retours de tournois pour pouvoir commencer à établir un état du méta. Donc on va faire le point, on va regarder les différentes decklists qui ont performé. On va notamment les scinder en 4 catégories. Les winners, donc les decklists qui ont gagné les plus gros tournois recensés actuellement. On s'intéressera ensuite aux challengers, donc ceux qui se positionnent correctement dans les tops et peuvent venir, entre guillemets, embêter les decks qui ont gagné les différents tournois. On verra ensuite la troisième catégorie des grands perdants, quels sont les decklists qui ont disparu depuis l'arrivée du chapitre 7. Et enfin, on fera un point exotique parce que dans tous les points méta, vous adorez évidemment voir des decklists assez sweet. Toutes les decklists que je vais vous présenter, qu'elles soient dans la catégorie perdante, exotique, challenger ou winner, sont des decklists qui ont performé dans les différents tournois qui ont été joués dans le chapitre 7. Comme d'habitude, petit disclaimer sur ce point méta, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. À chaque fois qu'on pense que le metagame est fixe et figé, eh bien justement l'ingéniosité des différents joueurs de l'Orcana permet parfois, de par certains engrenages de méta, de par certaines trouvailles, eh bien, de modifier la structure du format. Donc c'est pas parce qu'actuellement vous allez voir que bleu est très dominant que ça va forcément être le cas à la fin du chapitre 7. Là, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe maintenant, à quelques semaines de la sortie du chapitre 7, à n'en pas douter que si vous regardez cette vidéo dans plusieurs semaines, le méta sera probablement différent. L'idée n'est pas de tirer des conclusions instantanées sur le metagame du chapitre 7, mais plutôt de voir où on en est en ce début de méta. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et partager dans l'espace commentaire. Ça vous donnera aussi l'occasion de participer au tirage au sort organisé par Label Carte pour tenter de remporter un bon d'achat de 80 euros. Label Carte que vous pouvez retrouver directement dans la description, c'est notre boutique de TCG en ligne. Il nous reste des produits chapitre 7 et vous avez le code VALEPL 2025 qui vous offre 5% de réduction sur votre première commande. N'hésitez pas à passer sur le site, ça nous soutient bien évidemment. Gros big up à GameGenic qui est notre partenaire accessoire pour l'année 2025 et n'hésitez pas à venir nous voir sur Vogue 3 à 4 fois par semaine à partir de 19h avec le code LABELCARTE, c'est un code parrainage, vous avez 10 euros offerts. Donc voilà, régalez-vous, ça nous régale également. On rentre dans le vif du sujet, je vais vous présenter les 3 top 8 des 3 plus gros tournois qui ont été joués jusque-là au chapitre 7. Vous avez le tournoi Top Choice Gaming, CCS Lorcana Weekend et le tournoi français Force the Lore. Pour le top 8 du Top Choice Gaming, vous avez le top 8 ici qui s'affiche. Donc on a une grosse domination des decks bleus, notamment avec 4 decks bleu-rouge, 2 decks bleu-gris et 2 challengers que sont les decks vert-gris ou les decks violet-gris. Globalement, une grosse représentation des bases items ou à minima des bases bleues. Et vous allez voir que ça ne va pas s'améliorer dans la suite de ce point méta. Si on s'intéresse maintenant au top 8 du CCS Lorcana Weekend, on voit que ça ne s'améliore pas. On est encore sur une domination des decks bleus avec 4 représentations des decks bleu-rouge, 2 représentations des decks bleu-gris. Et ici, c'est violet-rouge qui prend la place du deck vert-gris comme challenger. Encore une fois, beaucoup de decks bleus représentés. Et enfin, dernier tournoi dont on a envie de parler, c'est le tournoi Force the Lore qui a été remporté notamment par El Grandboa de la Team Inclace. Big up à toi Thierry, c'est un copain, donc très content de le voir performer à ce niveau-là avec son deck bleu-gris item dont je vous parlerai dans la suite de cette vidéo. On voit ici pareil que les decks bleus ont été mis à l'honneur avec 3 copies de deck bleu-gris et 4 copies de deck bleu-rouge. On a vraiment le sentiment qu'en ce début de metagame, les decks bleus sont ultra dominants de manière presque outrageuse. J'espère que le format va pouvoir s'adapter. C'est possible. Encore une fois, aucune conclusion définitive, juste un état actuel et factuel du metagame. Je pense qu'il y a des choses à faire et on verra notamment dans les decks exotiques et les decks challenger. Peut-être même que avec certains engrenages de méta, les decks que j'aurais classés dans la catégorie grand perdant vont peut-être même pouvoir revenir. En tout cas, c'est sûr qu'en ce début de metagame, les gens sont plutôt orientés sur les decks bleus. Pour vous présenter les 3 decks qui ont gagné les 3 tournois, on va commencer ici par le deck du tournoi Top Choice Gaming, donc une version bleu-rouge.
Pas spécifiquement basé sur le plan item, on va quand même rajouter les nouvelles cartes du set numéro 7, notamment Tamatoa et Saphir Coil, mais on est toujours sur une stratégie contrôle, donc avec les Sisu qui vont profiter des Saphir Coil, et Tamatoa qui rajoute juste un plan de jeu mid-range pour ce deck bleu-rouge. On n'est pas dans un game avec des Bell et des Ateliers de Maurice, ni des Scrooge McDuck, donc vraiment une version plutôt classique de bleu-rouge pour ce premier tournoi. Le deuxième tournoi qui, lui, a été remporté aussi par Bleu Rouge, c'est le CCS Lorcana Weekend. Pareil, même plan de jeu, toujours sur une base contrôle, des Saphir Coil, des Sisu, pas d'atelier de Maurice, pas de Scrooge McDuck. Je pense que les joueurs se sont plutôt orientés vers bleu-gris pour ce type de synergie-là. On est encore sur une base contrôle plutôt classique, le Maui Requin et le Pirate's Life. Globalement, on a juste pris les deux-trois nouvelles cartes du chapitre 7 et on l'a mis dans le meilleur archétype du chapitre 6. C'est d'ailleurs pour ça que Bleu-Rouge est aussi dominant d'après moi. Et enfin, le deck de Thierry, donc de El Grand Boa de son pseudo, qui a gagné le tournoi Force the Lore, qui est un tournoi français. Donc on voit que c'est une base bleu-gris item, qui est extrêmement populaire actuellement. On a intégré les nouvelles très bonnes cartes du metagame apportées par le 7-7, avec notamment la belle les Tamatoa et les Scrooge McDuck qui vont profiter du fait d'avoir énormément d'items sur le board. Ce que j'apprécie dans la liste de Thierry ici, c'est que déjà il y a des choix qui sont assez forts avec la présence de 4 SMI qui prennent la place des Oswald que l'on pouvait voir dans des stratégies full item. Là, du côté de la liste de Thierry, on n'abandonne pas le board en early game. On joue quand même des SMI qui étaient plutôt réservés à la version agressive de bleu-gris. On a toujours un pool d'items extra large. De par le fait qu'on joue plus Oswald, on n'a pas besoin de jouer beaucoup de Lucky Dime qui peuvent être des cartes mortes à certains instants de la partie. On a aussi l'atelier de Maurice parce qu'on a le plan item qui est assez large et on a cuté très fort dans les chansons non ancrables, ce qui est pour le coup aussi une innovation dans cette decklist là. Pareil, on n'abandonne pas forcément le plan Cog Wars au prix du plan objet. On voit que cette liste-là, elle essaye quand même de conserver un petit peu toutes les forces et tous les aspects des decks bleu-gris avec un ratio assez bien managé. J'aime bien le fait de profiter d'avoir 4 Zeus parce qu'on a de très bons chanteurs comme Flaversham ou Scrooge McDuck. J'aime bien le fait d'avoir des SMI, encore une fois, hein, c'est pas du tout conventionnel dans les listes orientées items, mais j'aime bien voilà, conserver la possibilité d'avoir plein d'objets et de pouvoir générer une value complètement folle avec cet atelier de Maurice. Autre spécificité dans la liste, la présence de 2 Hades, qui devient donc une gestion polyvalente à peu près tous les problèmes du format, vu que le deck est quand même en capacité de ramper avec les typos et avec les plumes en forme d'arête. C'est pas si difficile de monter à 7 d'encre. Donc ouais, une liste qui est déjà pas mal optimisée, ça m'étonne pas que cette liste ait été au bout du tournoi. GG El Grand Bois. Maintenant qu'on a vu les 3 listes qui ont gagné les 3 plus gros tournois référencés à ce jour, on va s'intéresser aux 3 listes qui sont, d'après moi, les grands perdants de ce chapitre 7. Donc c'était des listes qui étaient populaires avant, donc notamment lors du chapitre 6, et qui ont totalement disparu des tops lors du chapitre 7. Le premier perdant pour moi, c'est la version Amber Steel Song, donc vraiment la version avec des chanteurs, avec plein de chansons qui vont essayer de jouer ce rêve bleu pour se refaire une main. Alors on voit quand même que certaines listes s'adaptent. Là, ça reste une liste qui a réussi à faire top 4 lors du CSS Lorcana, qui globalement est quand même un très très gros tournoi, mais c'est vraiment la seule liste qu'on a vu performer à haut niveau. On essaye quand même de rentrer de la destruction d'objets en masse, avec notamment cette chanson pour 4 qui peut détruire tous les objets. On rentre des Benja, donc on essaye quand même de s'adapter au plan de jeu item, mais globalement, les decks Humber Steel Song sont juste hyper mal adaptés aux versions bleues, que ce soit des versions bleues item ou alors aussi aux versions bleues très contrôle. Les engrenages de méta du 7-7 font que cette stratégie-là est en grand recul au profit d'autres stratégies. Et donc pour moi, c'est un des plus gros perdants. On n'a même pas intégré ici la Aurore dans cette decklist-là, qui est une très bonne carte dès lors que les stratégies Song fonctionnent. Mais c'est vrai que là, on a voulu faire de la place pour notamment beaucoup de cartes d'early game avec des SMI, des Daisy Duck pour essayer quand même de prendre du lore rapidement et tenter de passer en dessous.
C'est intéressant aussi le retour de la reine qui permet eh bien de shift dès le tour 2 et de chanter ce rêve bleu, peut-être pour aller casser la main des decks les plus contrôle, même si ça fonctionne beaucoup moins que ça n'a pu fonctionner dans les chapitres précédents. Bon, je suis étonné de la performance de ce deck-là, mais n'empêche qu'il y a eu un représentant de Amber Steel. Globalement, le deck est un peu en perdition actuellement. Autre grand perdant d'après moi, et lui vraiment on le voit mais plus du tout. On verra d'ailleurs qu'il y a une nouvelle mouture dans cette bicolorité-là qui est apparue, que je vous présenterai dans les decks exotiques. Mais pour la base qui était hyper populaire au chapitre 6, notamment en début de format, la base verte, violet, agressive a totalement disparu. C'est dommage parce que ça reste une bonne orientation de metagame quand tu veux affronter des decks bleu-rouge. Par contre, je pense que c'est hyper faible face à bleu-gris. Donc, c'est pas tellement bleu-rouge qui prédate ce deck-là, mais vraiment, par contre, tous les decks bleu-gris, pardon, qu'ils soient item ou alors plutôt à vocation agressive. Ce qui fait que donc, le deck est énormément en recul. Je pense quand même que bleu-rouge a récupéré des outils de contrôle puissants avec le Saphir Coil qui participe aussi à rehausser peut-être aussi son match-up contre vert-violet. Mais c'est vrai qu'on est passé d'une des listes les plus jouées du chapitre 6, notamment en début de metagame, à une absence totale dans les tops. D'ailleurs, la première liste que j'ai trouvée, vous pouvez le voir, hein, c'est top 64 sur le tournoi Top Choice Gaming. Donc c'est pas hyper satisfaisant pour l'ancienne popularité de ce deck-là. Et enfin, dernier grand perdant, globalement, c'est la base violette hein, qui y perd beaucoup. C'est les decks violet-rouge. Pareil, pour trouver une liste de violet-rouge, eh bien, je n'ai trouvé que celle qui a fait top 4 au CCS Lorcana Weekend. Alors, ça reste un très bon top 4, mais on est sur une liste qui est un peu particulière avec quand même la présence de 10 lieux. C'est vrai que dès lors qu'il y a une méta très grise qui veut essayer de gérer le board et les personnages, avoir la présence de lieux, ça peut peut-être aider dans ce metagame-là. Mais c'est vrai que sinon, violet-rouge est vraiment absent des tops des plus gros tournois. Toute la base violette, finalement, n'a reçu que très peu de support, là où elle avait été vraiment up au chapitre 6. Là, on sent qu'au chapitre 7, c'est pas du tout son chapitre. Et ces bases-là, en fait, se battent assez mal contre les stratégies items qui sont génératrices de value et qui vont toujours aller plus au top que vous dans le match-up. J'ai la sensation que si on veut jouer violet, on est quand même un peu obligé de s'orienter plus sur le fait de passer en dessous ces decks-là plutôt que d'essayer de les grind. Et c'est dommage parce que historiquement, en tout cas, violet-rouge, c'est un deck qui est capable justement de faire un peu les deux, qui est capable à la fois de jouer l'early game, notamment avec la base de Fin Rider qui n'est pas jouée ici, et des Sisu qui permettent donc de générer rapidement du lore, mais en même temps c'est un deck qui est capable aussi de grinder, d'aller en late game avec notamment la boucle Boons et la présence des Be Prepared. J'ai la sensation que en tout cas cette partie-là du deck va d'office se faire attraper par les decks les plus représentés du metagame actuellement. À voir ce que ça donnera à l'avenir. Violet-rouge, c'est toujours pareil. Si on regarde ce qui s'est passé au chapitre 5, au chapitre 6, le deck a disparu en début de format et dès qu'il y a eu des gros enjeux compétitifs, de très gros tournois comme des Lorcana Challenge, le deck finalement s'est placé dans les tops et en plus a remporté les événements. Donc attention, tous ceux qui sous-estiment Violet-Rouge, à chaque fois on en revient et on se dit finalement ce deck-là, c'est quand même un peu le deck toolbox du jeu. On est toujours capable de l'orienter, de l'adapter et le deck fait toujours de très bons résultats. Est-ce qu'il va nous faire une chapitre 5 et une chapitre 6, c'est-à-dire revenir en grande pompe quand les enjeux seront hyper importants? Je sais pas, mais cette fois-ci, je me méfie en tout cas. Bon, on a vu les trois gagnants, donc qui sont divisés vraiment en deux decks, hein, bleu-gris item et bleu-rouge contrôle. On a vu les trois grands perdants d'après moi. Maintenant, on va s'intéresser aux challengers. Les challengers, c'est les listes que l'on revoit assez régulièrement dans les tops en ce début de metagame, mais qui n'ont pas réussi à remporter un grand tournoi pour l'instant. Premier challenger, ici, vous avez donc la base bleu-gris, c'est dire comme bleu-gris est une bicolorité profonde dans ce set et à quel point les cartes qui lui ont été données lui permettent d'adopter plusieurs plans de jeu parce qu'on a dans les grands gagnants et donc dans les meilleurs decks du chapitre 7 une version item qui diffère totalement de cette version. Alors on peut l'appeler agressive, mid-range, personnage, vous l'appelez comme vous voulez, mais globalement le plan de jeu item est beaucoup moins prépondérant que dans la première liste, à tel point d'ailleurs qu'on n'a même pas les Scrooge McDuck. Notre plan de jeu item, il se cantonne au fait d'avoir nos 8 objets d'early game qui piochent, qui nous permettent de jouer rapidement des belles pour prendre le board et chanter des chansons. Et on a Tamatoa qui
ne fait plus partie de l'axe combo value du deck, mais qui est juste un très bon drop de mid late game qui permet de refaire un petit peu de value. La liste joue plus de personnages et donc du coup a un meilleur accès à Cog Wars, tient très bien le board, est quand même capable de faire des sorties explosives de par la présence de Smee, de Bell et de Lawrence, donc est capable de passer en dessous les decks les plus contrôles, mais a quand même cette possibilité, velléité à stopper les listes les plus agressives de par la base grise. C'est vraiment pour moi le deck mid-range, c'est un peu le nouveau euh, violet-rouge du format, c'est-à-dire capable de s'adapter à peu près tous les decks du metagame. Moi, c'est la liste qui me plaît le plus. Ça a quand même une belle tête. On a aussi les manoirs de Picsou qui permettent de prendre du lore contre les stratégies les plus contrôles comme Bleu-Rouge Contrôle. Donc ça m'intéresse beaucoup. La liste n'a pas encore gagné de gros tournois, mais elle est quand même très présente dans les tops. Et elle a l'air d'être capable de s'adapter un petit peu à tout. Donc j'aime beaucoup cette liste-là. Challenger numéro 2, ça c'est en fait le deck est challenger depuis le chapitre 5, depuis le moment où il a été trouvé notamment par Zan Sayed quand il a gagné le Lorcana Challenge à Las Vegas. C'est le deck vert-gris discard avec les Diablos. C'est un deck qui est resté challenger tout du long. Alors à un moment il est venu un petit peu prendre le top du méta. Je parle pas de l'époque Bucky, hein, je parle post-Bucky bien évidemment, puisque la époque Bucky c'était le deck du metagame. Post-Bucky c'est un deck qui voilà, il est venu pour remporter un challenge à Las Vegas, puis après il est quand même retombé un petit peu dans le tiers 2, et puis à chaque fois il revient, il y en a toujours un peu dans les tops. Au chapitre 6, il a toujours été là, il a toujours fallu le prendre en compte, mais il n'a jamais fait partie du trio ou du quatuor gagnant. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on le voit quand même régulièrement dans les tops, mais il n'est pas ramené par beaucoup de joueurs, mais ça reste toujours une option viable, il faut toujours y faire attention. Quand on rencontre ce type de deck, on peut toujours se faire avoir. Il y a une stratégie discard très all-in, très tunnel qui peut globalement battre tous les decks. Ça peut être très fort contre les decks bleu-rouge contrôle. Je pense que ça doit avoir du jeu contre les stratégies items. J'ai pas du tout fait le match-up et j'ai du mal à le visualiser quelles sont les textures de game. En gros, les decks bleu-gris item vont vouloir piocher beaucoup de cartes, notamment de par la présence de l'atelier de Maurice, des Flavor Sham, des Tamatoa et compagnie. Mais en même temps, Vergris va essayer de compenser ça en vous faisant défausser des cartes. Mais du fait que vous continuez à en piocher, ça va lui donner donc du coup toujours des effets de proc. Parce que finalement, Vergris, une fois qu'il vous a mis au top deck, bah, du coup il subit vos top decks, mais lui il a plus de fuel parce qu'il a plus de cartes à vous défausser. Et donc du coup il ne fait plus forcément de value avec ses Prince John. Là, c'est vrai que contre bleu-gris, lui ne s'épuise pas, mais vous, votre mécanique de value ne s'épuise pas non plus. Donc, à voir comment ça se compense. En tout cas, le deck est pas mal présent par rapport à d'autres decks qui, eux, ont vraiment été perdants par rapport à l'arrivée du 7-7. Sur les nouveautés, à part Pat, il y a à peu près rien qui est venu agrémenter ce deck-là au chapitre 7. Troisième challenger, une version très agressive de Violet-Gris. On l'a vu, hein, essayer d'aller au-dessus, essayer de challenger sur le grind, sur la value, les decks bleus, ça paraît totalement insensé, encore plus depuis le chapitre 7. Donc tous ceux qui avaient vocation à jouer des bases violettes sont obligés de passer cette fois-ci en dessous avec des vocations très offensives, d'où la présence des 4 cobras, des 3 roses, des 4 chèvres. L'idée ici, c'est de prendre un petit peu de l'or en early game, et quand l'adversaire commence à reprendre l'avantage, avoir pris assez de l'or pour être capable de tuer à distance avec des cobras, avec des roses, avec des chèvres. C'est-à-dire que globalement, on va finir par perdre la game, mais le nombre de l'or restant à inscrire étant tellement faible que même si on va finir par perdre cette game, on peut juste top decker ou enchaîner les cartes qui prennent du lore à distance et nous donner la victoire. On a quand même une concession à tous les decks objets avec des Benja main deck. C'est une liste qui me plaît bien. Je suis pas sûr que ça soit hyper puissant quand même. La disparition totale de Humber Steel Song lui est quand même plutôt profitable. Si la liste est aussi rapide que ce que la théorie a l'air de proposer, peut-être que c'est un bon challenger dans ce metagame. Moi, ça me plaît bien. Il va quand même un petit peu aussi pâtir de la disparition des decks violet-vert, qui étaient plutôt des bons match-up, mais en même temps, il y gagne sur le fait que les decks Humber Steel ne soient plus présents. Donc, à voir vraiment, entre guillemets, quel est son pourcentage de win rate contre les decks bleu-gris et les decks bleu-rouge. Je pense qu'en tout cas, c'est un deck qui peut s'en sortir un peu contre tout. Ok, on a vu les winners, les perdants et les challengers. Maintenant, on va s'intéresser aux decks exotiques. Les decks exotiques, c'est des decks qui ont fait des performances isolées lors des plus gros tournois du chapitre 7. Ils ont été ramenés par une ou deux personnes. On n'en a pas vu dans les autres tops.
mais force est de constater qu'ils ont réussi à s'en sortir dans ce metagame-là. Premier deck exotique, le deck de Itsu, le joueur français, Amber Steel. Je l'ai mis dans exotique alors que le deck n'est pas hyper exotique, hein. Ça reprend la base de Amber Steel, mine des 7 nains, sauf qu'il n'y a pas de mine. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment dans exotique. Là, on est vraiment sur une vocation hyper offensive, avec énormément d'early game, énormément de l'horreur de début de partie, énormément de l'horreur à deux. On veut juste clore la game le plus rapidement possible. On a l'intégration pour moi de la meilleure carte jaune-grise du chapitre 7, c'est-à-dire la petite Penny, qui est un drop 2 qui permet de l'orer à 2, soigner des personnages. Bref, le deck a l'air hyper offensif, hyper agressif. Je pense que c'est un peu la nouvelle mouture. Tu vois, si vous voulez jouer hyper rush, je pense que ça a la gueule du meilleur deck hyper rush que l'on puisse constituer actuellement, sans pour autant abandonner les autres match-up agressifs, parce que bah, on a quand même la capacité à chanter très facilement les 8 chansons du deck. On a quand même Kaloun qui vient très bien challenger le board. Donc je l'ai mis en deck exotique, quand bien même la liste n'est pas hyper exotique. Mais Itsu est le seul à avoir fait une proposition aussi radicale où on enlève le pattern un peu mid-range d'avoir la mine des 7 nains, qui d'ailleurs a été récupéré par certains decks bleu-gris, ce qui est assez amusant. Là, on a vraiment envie d'aller tout droit, de faire ça très très vite et ben, au vu des résultats de Itsu avec le deck, on peut penser que ça a vocation à fonctionner à minima contre les decks bleu-rouge contrôle et peut-être même contre les stratégies bleu-grise. Autre deck exotique, le deck que moi j'apprécie beaucoup. Je vous avais proposé d'ailleurs une liste avant que le metagame soit établi des decks vert-jaune. Donc vert-jaune, stratégie offensive, encore une fois dans cette volonté d'être un peu hyper rush, mais en synergie quand même avec notamment le clochard qui permet de défausser des cartes de notre main en fonction du nombre de cartes qu'on aura pioché, qui dépend du nombre de personnages sur notre board. Donc on a envie, vous l'avez compris, d'avoir plein de personnages sur le board, ce qui va réduire le coût du clochard. Le fait de jouer clochard va nous permettre de piocher beaucoup de cartes, de nous structurer la main parfaite, de défausser beaucoup de cartes et donc peut-être de jouer des Chernabog pour vraiment très peu de mana. Chernabog qui a 9 de volonté et du coup qui va être hyper dur à gérer à la fois par les decks rouges qui globalement n'arriveront pas à baisser sa force, et à la fois par les decks gris qui n'arriveront pas à réduire sa volonté à zéro. Donc j'aime bien ce parti pris, je trouve que ça s'insère pas trop mal dans le metagame de par la présence un peu combo du Chernabog. Je sais pas ce que ça vaut dans les faits, mais il y a 2-3 listes par-ci par-là qui ont réussi à faire quelques performances sur des tournois sympathiques. Je pense que ça reste quand même assez exotique, que ça sera clairement pas un représentant du metagame, mais je voulais quand même vous le souligner parce que la liste se place à droite à gauche, quoi. Et enfin, dernier deck exotique, c'est la nouvelle mouture en fait de vert violet. Et pour le coup, on est sur de l'exotisme parce que c'est assez nouveau et que ça n'a pas encore remporté de gros tournois. Mais il y a beaucoup de listes qui se placent dans le top 64, top 32 des plus gros tournois de l'Orcana qui reprennent cette base-là. On est passé donc de vert violet structure agressive à vert violet structure discard. Accentuer la partie discard sans forcément se soucier de gérer le board, et c'est ce que propose en fait cette stratégie violet-vert avec la présence de 8 Diablos en tour 1 qui nous permet d'être quasiment sûr de réussir à faire notre Diablo dès le tour 2. On conserve la même stratégie discard que l'on aura dans les decks vert-gris avec donc les Sudden Child et les Hypnotize. Je ne sais pas quoi penser, j'ai pas du tout testé ces listes-là. Elles sont de plus en plus populaires, donc je soupçonne qu'elles soient très convenables contre les stratégies bleues actuelles. Peut-être que, à force d'évoluer, à force que le méta avance et que ce deck devienne de plus en plus populaire, on va peut-être voir un recul des decks bleus et donc du coup une réintroduction de certains decks comme Umber Steel. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une des clés, une des possibilités d'engrenage de méta qui viendrait à modifier un petit peu la structure du méta actuellement. Cette decklist est somme toute assez intéressante et plutôt présente. Voilà, c'est pas un gars qui a ramené ça une fois sur un tournoi et qui a réussi à performer. Il y a plusieurs itérations de ces stratégies-là qui commencent à voir le jour dans le chapitre 7. Voilà, c'est la fin. Je vous ai présenté donc du coup 12 decklists qui, pour moi, actuellement, semblent être la base de ce nouveau méta du chapitre 7. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a donné des idées, peut-être que ça vous a aiguillé ou orienté sur les decklists que vous voulez jouer. On reparlera du metagame de toute façon quand il y aura d'autres gros tournois. Là, c'est la base actuellement. Je tourne le 25 mars. Le méta ressemble globalement à ça. On verra à quoi il ressemble dans quelques semaines.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Votre avis dans les commentaires, je les lis tous bien évidemment. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.